Merci. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu. C'est effectivement la première fois qu'un ministre en charge de la formation professionnelle introduit les débats des rencontres du FOD. Merci à la région PACA et à sa vice-présidente Pascale Gérard d'avoir rendu ces 10e rencontres possibles. Sans ce conseil régional, elles n'auraient tout simplement pas eu lieu, en tout cas pas eu lieu ici. Merci à Madame la préfète d'être là et de représenter l'État. Merci à tous les participants. Monsieur le ministre, le Forum français des formations ouvertes et à distance est particulièrement honoré que pour la première fois, pour ces 10e rencontres, vous veniez introduire nos débats. Depuis maintenant bientôt 18 ans, le FOD regroupe les acteurs majeurs de la formation ouverte et à distance en France. Mais qu'est-ce qu'a fait le FOD? Quelques moments repères, sans hiérarchie entre eux, pour nous situer. Presque à notre création, un rapport sur les freins juridiques au développement des formations ouvertes et à distance, demandé par la ministre de l'époque, Martine Aubry. C'est ce travail qui a abouti en 2001 à une circulaire très importante qui a permis d'éclairer le problème de l'imputabilité des dépenses consacrées aux formations ouvertes et à distance, même si dans la pratique aujourd'hui tout n'est pas réglé. Et puis la dénonciation à l'époque de la bulle Internet des e-illusions, comme nous avions appelé une de nos rencontres. Les e-illusions ont éclaté comme la bulle Internet et avec la bulle Internet. Mais à ce moment-là, nous avons dû dire il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que la formation ouverte et à distance n'était pas à la hauteur de vos illusions qu'elle n'est plus rien du tout. En fait, là aussi, c'était la clairvoyance, le bon sens, la raison de professionnalisme, de professionnels de la formation qui ne se laissent pas influencer par tel ou tel mirage. Nous avons également lancé, je dirais, appuyé une conception des formations ouvertes et à distance qui conjugue une approche mondiale, les outils sont souvent mondiaux, à commencer par Internet, mais en même temps un souci du local, un souci de la région, un souci du territoire. Comme l'a dit tout à l'heure Pascale Gérard, être proche des usagers. Ça reste pour nous un souci permanent, car nous savons que c'est là, en proximité, que la FOAD prend toute son efficacité. C'est également le FOD qui a largement aidé à l'importation des États-Unis du concept de blended learning. Ce concept qui en fait quelque part allait avec la fin des e-illusions et qui revalorisait, je dirais, en fait le blended learning, c'est une traduction en anglais de ce que nous on appelle, de ce que nous on met derrière le concept de formation ouverte et à distance. C'est-à-dire des formations mixtes, mariant autant que de besoin présentiels et à distance et numérique. C'est également le FOD qui s'est opposé dans l'ISO et avec l'aide de la CNIL au rejet de l'identifiant universel que un certain nombre de forces américaines voulaient absolument imposer au monde. Je précise à ce sujet-là que les organismes de formation ne mesurent pas suffisamment à quel point l'ensemble des données dont ils disposent sont aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Vous savez tous que le fameux cloud est à la disposition, son contenu est à la disposition de toutes les forces de sécurité américaines depuis le Patriotic Act. Je dirais qu'il y a dans ce domaine beaucoup de choses qui se préparent et nous devons, nous Français, faire très attention
car on est souvent très naïf dans ce domaine. Mais je suis un petit peu sorti de la FOAD, mais à peine. C'est également le FOD qui a fait le référentiel de bonne pratique avec l'AFNOR. Nous avons créé la Fédération européenne FODIL, European Federation for Open and Distant Learning, qui est devenue depuis Digital Learning. Et puis, nous essayons de travailler aujourd'hui sur une structuration au niveau de la francophonie. Très récent, le Vademecum, lié au problème d'imputabilité de financement, problème de financement qui demeure dans la pratique de beaucoup, un travail avec le Fonds de sécurisation des parcours, qui sera d'ailleurs présenté à la fin de nos rencontres par leurs représentants, et puis surtout des projets. Nous imaginons facilement, Monsieur le Ministre, que les problèmes ne vous manquent pas dans les responsabilités qui sont les vôtres. La FOAD, mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, FOAD? En fait, nous gardons ce terme parce qu'aujourd'hui, tout le monde le comprend, même si ce qui est mis derrière ce mot FOAD ne correspond pas à la déclinaison précise de FOAD. Il faudrait peut-être dire multimodal, mais ce n'est pas très joli. On parle aussi de formation numériquement assistée, en traduisant l'anglais. Toujours est-il qu'avec FOAD, les gens comprennent. Et donc, je reviens, la FOAD, Monsieur le Ministre, elle est du côté des solutions, elle n'est pas du côté des problèmes. Je me souviens souvent quand j'étais manager du CESI, j'avais des collaborateurs qui venaient m'exposer des problèmes. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient du côté des problèmes, qu'ils n'étaient pas du côté de la solution. Et je crois que par rapport à tous les problèmes que peut rencontrer un ministre en charge de la formation, la FOAD est du côté des solutions. En effet, c'est la FOAD qui peut rendre les formations plus efficaces. C'est elle qui peut permettre de conjuguer massification par rapport à l'ampleur des besoins et individualisation, comme c'est la grande demande aujourd'hui. En fait, c'est trop simple. De tout temps, l'éducation a utilisé les technologies de son temps pour améliorer, pour faciliter, pour développer les apprentissages. Des tablettes d'argile de la Mésopotamie au papyrus, à l'imprimerie, pour arriver évidemment aux tablettes d'aujourd'hui. C'est bien sûr pour ça que j'ai pris les tablettes d'argile comme point de départ. Pour arriver aux tablettes d'aujourd'hui, le progrès a toujours utilisé ce que la technique du moment lui offrait. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, répondre aux besoins énormes, quantitatifs et qualitatifs de la formation ne peut se faire en formation traditionnelle. C'est une impasse. C'est au FOD que nous disions déjà avec clairvoyance. On n'a pas manqué de clairvoyance au FOD. Il y a 20 ans, mais on avait raison trop tôt. Et c'est très difficile d'avoir raison trop tôt dans notre pays. Et nous pensions être un acteur décisif et pionnier des changements, des innovations en pédagogie. Nous l'avons été, mais plus modestement que nous l'aurions voulu. Or, aujourd'hui, un raz-de-marée se prépare. Un auteur américain, William Gibson, disait « L'ordinateur était un objet parmi les objets. Aujourd'hui, il entoure le monde. Il n'est plus un objet au monde parmi les autres, il entoure le monde. » Et c'est évidemment ce qu'on voit avec les réseaux et avec l'Internet. Le raz-de-marée dont je parle, c'est notre environnement qui devient massivement numérique. C'est les usages qui nous ont rattrapés et nous dépassent. Nous, les pionniers, du portable à la domotique, sans parler des liens avec la physiologie elle-même, la science-fiction n'est plus fiction, elle est dans nos laboratoires, elle nous entoure. Au passage, elle risque d'emporter nos sacro-saintes frontières, formation, information, imputable, pas imputable, enseignement initial, formation professionnelle continue. Comment imaginer que nos fameuses chères petites têtes blondes, qui ne sont d'ailleurs plus toujours si blondes que ça, nées et vivant dans cet environnement, accepteraient que la pédagogie reste celle des siècles précédents? Chacun d'entre nous pouvons voir nos propres enfants. De tout temps,
le bon pédagogue, le mauvais s'en fichait, mais le bon pédagogue s'est soucié de ce qu'on appelait l'école parallèle, ce qu'on appelle la formation informelle. Le bon pédagogue utilisait le programme de la télévision de la veille pour intéresser davantage les enfants qu'il avait en face de lui. Quand le savoir, comme aujourd'hui, a l'air d'être à portée de la main, mais que c'est trompeur, il y a une confusion. Il ne faut pas confondre habileté informationnelle et connaissance et savoir. Comme dit Pierre Caspar, qui malheureusement ne pourra pas être là comme on l'avait prévu le dernier jour de nos débats, la connaissance ne s'obtient jamais en un seul clic. Le risque, aujourd'hui, c'est l'accentuation de la division entre les élites et les défavorisés. Nous n'avons pas d'études, à ma connaissance, sur l'impact de ce monde numérique sur le développement intellectuel des jeunes, des enfants, des moins jeunes. Mais je pense personnellement qu'on peut reprendre les études qui existaient dans ce domaine pour la télévision et qui montraient que le même outil, la télévision, pour les enfants des classes favorisées, leur donnait un plus considérable. Mais pour les enfants qui ne bénéficiaient pas d'un soutien familial, au contraire, c'était un élément de perte de culture, de perte de savoir. Je pense la même chose avec notre environnement numérique. Dans un contexte familial favorable, c'est formidable. Dans un contexte familial défavorable, ça peut être désastreux. Je crois que pour le formateur, l'enseignant, il faut changer de posture. Nous devons, comme dit Philippe Carré, accompagner l'auto-apprentissage. Sinon, le formateur sera rejeté par son public. Et s'il est rejeté, il ne pourra pas jouer un rôle qui reste absolument nécessaire. Il faut leur apprendre à distinguer le vrai du faux. Car dans cette espèce de e-bazar que nous offre aujourd'hui Internet, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Il y a de la manipulation, il y a de la publicité énormément. Il faut aussi redonner le sens du respect des auteurs. Les scientifiques savent que lorsqu'ils font un travail, ça s'inscrit dans une lignée historique avec d'autres scientifiques qui ont travaillé avant et que tout ça est un enchaînement. Idée que ne donne pas l'accès immédiat à des informations que nous donne aujourd'hui le net, cette espèce d'énorme encyclopédie. La capacité de deep attention, une attention approfondie, pas une attention superficielle. L'esprit scientifique, tout bonnement. C'est à ce prix que nous formerons les jeunes et les moins jeunes au progrès, au rejet des démagogies et à l'esprit critique. Bref, apprendre le vivre ensemble, former des citoyens numériques, mais des citoyens. C'est tout le fond de ces 10e rencontres, c'est le projet sociétal du FOD depuis sa création. Je vous remercie.